Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille, inventée. Toute politique, toute géopolitique est aussi immédiatement, du fait de la vitesse, une chronopolitique. L'espace-temps, le continuum espace-temps, c'est géopolitique et chronopolitique. Et aujourd'hui, avec l'instantanéité, l'ubiquité et l'immédiateté, nous atteignons la limite de notre propre pouvoir, avec la menace de déléguer ce pouvoir à des répondeurs automatiques, à des logiciels, à des machines performantes dans l'ordre de cette accélération qui échappe totalement à l'homme. Il y a là une délégation du pouvoir, je rappelle, si le temps c'est de l'argent, la vitesse c'est le pouvoir, délégation du pouvoir à la machine. La vitesse de calcul des algorithmes installe un nouveau paysage. La guerre éclair de 1939, celle des 6 jours en 1967, la guerre du Golfe de 1990 en accélération constante, restaient néanmoins dans une géométrie connue. Puis a surgi le cyberespace. Plus que les blindés, l'aviation, la marine et l'infanterie réunis, les virus informatiques en quelques minutes désorganisent et paralysent un État, ce fut le cas en Estonie. En quelques heures peuvent gagner la planète, véhiculant l'accident intégral théorisé par Paul Virilio. S'il peut exister une poésie technologique illustrant la meilleure part de la nature humaine, elle ne peut empêcher l'existence de la face obscure des réseaux, leur capacité à servir un projet d'asservissement. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley n'est pas inéluctable, mais il est possible. En est-on protégé? There's two parts to it. I think there's the knowledge, but there's also, I think, the notion that it's distributed. And that by being distributed, it's much, much more difficult for centralized control. And I think as long as there's a culture of criticism of ideas, and I think that the distributed nature fosters that criticism of ideas, then I think we're safe. I think as soon as you have a culture where criticism is suppressed, no matter how benevolent or how smart the central control is, mistakes will be made, and there won't be any mechanism for fixing those mistakes. So the idea of a distributed society, I think, is the most robust, safest way forward. Et cette fois-ci, on a inventé une colonie de substitution avec des clones, avec des avatars, avec des personnages virtuels, etc. C'est un signe panique. Il ne faut pas l'oublier. Non, moi ce que je crains, c'est que derrière cette invention d'une colonie virtuelle, on ait un sentiment de claustrophobie globale. Je crains que les nouvelles générations, à travers la drogue, et à travers la drogue électronique, parce que il y a des drogues chimiques, mais on peut dire que les mondes virtuels sont une drogue électronique, je crains qu'il y ait là un phénomène inconnu. Je pense qu'une claustrophobie comme celle-là est sans référence. C'est-à-dire que tout est construit dans notre histoire en réponse à cette immédiateté. Et du même coup, nous, pauvres téléspectateurs ou citoyens, nous sommes obligés de consommer un monde qui est fait d'instants successifs, un petit peu comme, comment dire, vous savez, comme le paradoxe de Zénon, c'est-à-dire c'est la flèche qui est dont, quand on coupe son parcours en instants, eh bien elle est immobile. Et Valérie disait immobile à grands pas. On est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que on avance, mais on est tout le temps dans des moments, des instants dont on a l'impression qu'on peut les fixer. Et puis à la fin, bon, on a avancé, mais on ne sait pas très bien comment.
Bien sûr qu'on peut être manipulé par des images, bien sûr. Mais plus il y a d'images, plus il y a d'exposition au son, au texte, aux données, plus le spectateur, consciemment ou inconsciemment, met en avant ses choix religieux, politiques, anthropologiques, etc. Donc par conséquent, il peut y avoir un clash. Il peut y avoir des catastrophes de l'information. Mais moi je crois plutôt que ce qui se construit, sans qu'on le sache bien, c'est une critique contre cette instantanéité. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire aux médias, attendez, l'essentiel de l'information, ce n'est pas l'immédiateté. Bien sûr que c'est fondamental, mais ça fait des effets pervers par la concurrence qu'il y a entre vous. Ça fait des effets pervers au sens où les gens, on a assez d'être blackboulés constamment par cette espèce de tohu-bohu. Ça fait des réactions violentes contre cette logique de l'émotion qui est perverse. Et donc par conséquent, il faut réintroduire de la distance. Donc il faut jouer un peu comme l'accélérateur et le frein, si vous voulez. Il y a l'accélérateur de la vitesse, mais il ne faut pas oublier le frein de la culture, de la distance, de l'ironie, de l'humour, du côté humain de l'information, d'un sourire d'un journaliste, de la blague, de la bonne nouvelle qu'on raconte systématiquement. Autrement dit, des tas de choses qu'on peut mettre très vite dans une information, mais qui permettent à l'être humain qui est le récepteur de ne pas être dans une logique d'angoisse folle. Sinon, on aura un effet complètement contradictoire avec ce qu'on a recherché pendant 150 ans. Au lieu d'être mieux informé sur le monde, on sera saturé d'informations et de concurrence, et on fermera le poste. Le miracle du citoyen dans le monde, c'est qu'il ne ferme pas le poste. Il y a un slogan qui dit très bien « Slow news, no news ». Et je crois que là, on peut parler d'un événement qui est considérable. C'est qu'on est passé, avec la révolution industrielle, à la standardisation des produits, des objets, mais aussi des opinions. Et avec la révolution informationnelle, on est passé à la synchronisation, non seulement des opinions, mais d'abord de l'émotion. On est devant ce qu'un psychanalyste pourrait appeler une mondialisation des affects en temps réel. Avec Hitler, avec Staline, avec Mao, on est au niveau du pouvoir absolu de Dieu. Les milliers de kilomètres de câbles du collisionneur d'Hadron du CERN porteront-ils une nouvelle pensée du monde, ou ne sont-ils que l'aveu d'une tentation de surhumanité ? On dirait qu'en ce moment, la raison déraisonne. C'est ça l'accident de la connaissance. On n'est pas simplement en panne sur le plan de la foi et de l'athéisme, on est en panne sur le plan de la raison et du ratio. On en parle assez du ratio. On entre là dans l'irrationnel. D'où la disparition de la métaphysique d'ailleurs. C'est étonnant aussi. Quand on dit, avec Heidegger, la science, la technoscience a remplacé la métaphysique. Merci, c'est vraiment une bonne nouvelle. Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, explorateurs du sens de leur époque, ont été les amis de Paul Virilio. Comme eux, cet autodidacte génial veille, sans relâche. Les deux phrases finales, la première c'est Goethe, qui dit la lumière. Et on ne sait pas si ça veut dire qu'il a une autre lumière en mourant, ou s'il regrette la lumière de ce monde. C'est célèbre, hein. Merlicht, hein, c'est la dernière phrase de Goethe. Mais la plus belle pour moi, je crois que c'est Léoto. Donc, tu vois Léoto. Il dit, qu'est-ce que vous ressentez? Une immense curiosité. Ça c'est génial. C'est incroyable. Une phrase comme ça, c'est la foi. Une phrase comme ça est une phrase d'espérance absolue. Pour moi, c'est la plus belle phrase d'Amouron. Une immense curiosité. Je trouve que c'est un acte de foi. Ça s'appelle pas autrement. Et ça te fait rire encore. Mais oui, parce que penser, c'est pas triste.